Salut à toi et bienvenue sur le podcast Dose d'Inspi. Nous y sommes, c'est parti pour une nouvelle saison. On se retrouve ou bien on se découvre. Dans tous les cas, je te promets des interviews en tout genre. Jeune élue municipale, entrepreneuse, étudiante passionnée, sportive de haut niveau et plein d'autres, ce sont eux qui auront la parole. Et c'est pas fini. Lors des émissions spéciales, tu découvriras plusieurs invités qui aborderont des thèmes en lien avec l'actualité et ils te dévoileront les coulisses de leur métier. Alors, prêt à prendre ta dose d'inspi ? Attends, n'oublie pas, dans la vie, tout est une question de dosage. Salut Alex. Salut Nadine. Comment vas-tu ? Très bien. Bon, je suis ravie de t'accueillir sur Dose d'Inspi, le podcast. Yes. J'ai envie de dire enfin, on en avait tellement parlé. Absolument. Et là on y est, on le fait. Écoute, je suis ravi d'être là. Bah oui, et moi je suis ravie de t'accueillir. C'est top Alex que je t'accueille sur ce podcast, puisque tu vas pouvoir nous parler de toi et de ce que tu fais dans la vie. J'ai pu te rencontrer dans le cadre d'une tournée musicale. Je n'en dis pas plus. Comme ça, on va laisser deviner nos auditeurs et auditrices de ce que tu fais dans la vie. Mais j'ai envie de dire, sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? J'ai dit quelques mots. Yes, avec plaisir. Mais écoute, Alexandre Dogbé, je suis d'origine togolaise. Je travaille dans le milieu du spectacle vivant. Oui. Notamment sur des tournées, actuellement celle de Christophe Maé, celle où nous nous sommes rencontrés. Oui. Mais je suis aussi d'autres artistes sur scène. Mon travail consiste à aider un peu les musiciens sur scène, à trouver l'équilibre des réglages et tout ça sur leurs instruments, etc. Ok, vous en dis pas plus. Yes. On va garder le suspense. Alex, donc tu nous as dit que tu étais dans ce milieu-là, mais finalement, quel rêve avais-tu quand tu étais enfant ? Est-ce que depuis petit, tu t'es dit que tu te projetais déjà sur ce métier-là, ou finalement tu avais d'autres rêves ? Et si oui, j'ai envie de dire lesquels ? Très bonne question. Je pense pas que je n'imaginais pas faire ce métier quand j'étais enfant. J'étais très loin de ça et à vrai dire, je sais même pas si je me suis réellement posé cette question quand j'étais enfant. Je savais juste une chose, c'est que j'aimais dessiner. D'accord. Peut-être j'aurais voulu être dessinateur quand j'étais gosse. Oui. J'adorais ça, je regardais beaucoup de dessins animés, forcément, comme tous les enfants. Donc voilà, c'est classique. J'aimais le dessin, j'aimais la musique, mais de loin. D'accord. De loin, j'avais un entourage qui en consommait beaucoup. Du coup, ça m'a apporté, sans que je le sache, une espèce de sensibilité à la musique. Et puis en grandissant, j'ai compris qu'il y avait quelque chose en moi, en lien avec la musique. Mais c'était flou, ça s'est pas défini tout de suite. C'est vraiment avec le temps que j'ai, et assez tardivement d'ailleurs, que j'ai décidé de vraiment partir dans cette direction-là. Mais quand j'étais gosse, non, j'avais pas spécialement de rêve de faire de la musique, de la scène et tout. D'accord. Et bien sûr, quand je regardais des clips d'artistes que je voyais à la télé, forcément ça donne des étoiles dans les yeux, mais ça s'arrêtait là, quoi. D'accord, ok, très bien. Et t'as grandi où ? Alors, j'ai grandi au Togo, je suis né au Togo, Oui. à Lomé, dans le sud du Togo, au bord de l'Atlantique. Mon père était écrivain, qui voyageait pas mal. Oui. Et j'ai passé aussi une partie de mon enfance au Bénin. Faut savoir que mes ancêtres, le Togo et le Bénin sont deux pays qui sont frontaliers. D'accord. Et il faut préciser que mes ancêtres viennent du Bénin, clairement. D'accord. Enfin, en tout cas, avec certitude, je peux dire que les ancêtres du côté de mon père viennent du Bénin. Ok.
Donc j'ai un peu ces origines-là, puis j'ai grandi jusqu'à 18 ans au Togo, puis après je suis arrivé en France. Ok, voilà. Ok, super. On va parler encore du petit enfant que tu étais, Alex. Comment tu décrirais justement Alex à ses 10 ans? Ça, c'est une question. C'est une question, c'est une très bonne question, mais c'est difficile à répondre avec précision. Faut savoir, honnêtement, là, ça va faire un petit peu pleurnichard peut-être, mais j'ai eu une enfance assez difficile. C'est-à-dire que j'ai perdu ma mère quand j'avais à peu près 5 ans. Donc je me suis retrouvé chez mon père suite à cette perte. Et donc j'ai vécu avec des belles-mères qui avaient leurs propres enfants. Et j'en ai connu plusieurs. Mon père, il faut savoir que mon père était un grand séducteur. Donc il enchaînait les conquêtes. Et puis j'étais troublé. Moi, je pense que le mot qui pouvait me définir à mes 10 ans, j'étais troublé, j'étais pas dans un environnement qui était stable émotionnellement et psychologiquement pour moi. Donc voilà, j'étais pas un petit garçon jovial comme tout le monde. Je m'accrochais à la vie, je m'accrochais à tout ce que je pouvais, mais j'essayais de travailler à l'école. Et j'essayais d'aller de l'avant, d'avancer, malgré les difficultés que je pouvais rencontrer dans cette situation-là. Ok. Bah, tu l'as dit, il y avait un côté aussi instable, donc je trouve que le mot troublé, il m'étonne pas en tout cas, parce que justement, souvent, on recherche à ce que les enfants puissent avoir une certaine stabilité, même s'ils s'adaptent très vite. Je pense que c'était ton cas, mais quand même, dans le développement de l'enfant, forcément, de changer tout le temps d'environnement, ou de référence, on va dire, maternelle ou paternelle. J'imagine que c'est toujours le même, mais maternelle, non. Et du coup, c'est pas forcément ce qui aide le plus. Donc, tu t'es construit au fur et à mesure dans cet environnement, et comme tu l'as dit, tu t'es accroché à ce que tu pouvais. Et 18 ans, du coup, tu te retrouves en France Oui, je me retrouve en France à 18 ans. Alors, mon père avait quitté le Togo dans les années 70. Ah oui, non, c'était un peu avant. C'était beaucoup plus tôt, mais avant même ma naissance. Il faut savoir, je suis né en 86, donc lui, il a vécu une bonne partie de sa vie ici. Et, entre ici et le Togo, finalement. Entre ici et le Togo, et puis à une époque, il a, après une quinzaine d'années passées ici en France, il avait décidé de rentrer s'installer au Togo. Et donc quand il est rentré au Togo, moi je suis venu au monde à ce moment-là. Et ce qui a fait de lui, puisqu'il s'est marié ici, ça lui a permis d'avoir la nationalité française. Donc tous les enfants qui sont venus au monde de mon père ont d'office la nationalité française. Donc voilà, je précise ça pour dire comment je suis devenu français aussi. Et donc, ayant mes papiers français, il a jugé bon de nous faire venir en France pour nos études, une fois qu'on a atteint notre majorité. Avec mon petit frère à l'époque. Ok. Comment s'est fait cette transition, ce changement d'un pays à l'autre, d'un univers et d'une culture à une autre? Comment t'as appréhendé toute cette nouveauté en arrivant ici, et comment s'est fait ton petit bout de chemin par la suite, niveau études, je veux dire? Donc je suis arrivé ici, j'ai fait la seconde, mais j'ai choisi un cursus pro. La voie professionnelle. La voie professionnelle, BEP électrotechnique. Par la suite, j'ai fait un bac pro des maintenance des équipements industriels. C'était sensiblement la même chose, mais on avait un peu plus de mécanique. Donc de la mécanique industrielle, on travaillait sur les équipements, enfin les petits moteurs mécaniques qui constituaient en fait les usines.
Si tout est robotisé dans les usines, c'est grâce à des moteurs mécaniques. Je me suis posé la question si j'étais bien dans cette filière, si j'étais à l'aise, si j'aimais ce que je faisais. J'ai eu la chance de me poser cette question à ce moment-là et la réponse était non. D'accord. Et l'adaptation par rapport à la France, j'imagine que tu es arrivé sur Paris, c'est ça? Je suis arrivé sur Paris. On habitait dans le 18e, donc c'était assez difficile. On découvrait la vie en France, les transports en commun, l'hiver, la différence culinaire, la bouffe, les plats que je mangeais m'ont subitement été enlevés de la bouche. C'était dur. C'était très très dur. Donc gros changement. C'est deuxième gros changement majeur de ma vie. Oui. Donc en vrai, moi, depuis mon enfance, c'est changement sur changement. Donc ça en était un de très marquant, d'autant plus que mon père est décédé quelques mois après notre arrivée ici. Donc, d'accord. Je me suis vite Là, on devient vite adulte. Voilà, je me suis vite retrouvé responsable de moi. Et j'ai de la chance, je ne peux pas prétendre avoir réussi à être ce que je suis tout seul, c'est pas vrai. On a toujours quelqu'un qui te tend la main. J'ai une sœur aînée qui était déjà installée ici, qui a été un guide pour moi à cette période, qui m'a beaucoup aidé, que je salue avec tout mon amour et mon respect. Elle avait déjà sa famille, ses enfants, mais suite au décès de notre père, elle nous a aidés avec mon frère et moi à nous installer. Donc ça nous a permis d'avoir un toit sur la tête, un petit boulot, nos études, et puis progressivement chacun prend ses propres décisions. Et puis voilà. La musique, est-ce qu'elle était déjà présente à ce moment-là de ta vie et qu'est-ce que tu peux dire sur ce qu'elle représente aujourd'hui, la musique? Si je devais résumer ce que représente la musique, pour moi, c'est une thérapie. Une thérapie. C'est une thérapie. Donc je te disais tout à l'heure que quand j'étais petit, j'avais des grands frères, des cousins, des membres de la famille. La musique, elle était omniprésente. Oui. Dans mon enfance, où que j'aille, la musique était présente. Et je remercie le ciel de m'avoir donné cette sensibilité parce que déjà, tout jeune, les périodes de troubles que j'ai connues étaient apaisées grâce à la musique. Je m'accrochais à ça sans forcément le vouloir. C'était comme un réflexe, tu vois. Donc, du plus loin que je me souvienne, j'avais toujours aimé chanter un peu, apprendre les chansons que j'aimais bien, qui passaient. Donc la musique, elle est très vite devenue indispensable pour moi, surtout à mes 18 ans, arrivé ici dans le froid, loin des proches qu'on a connus, les amis d'enfance, loin de la famille. Tu connais les familles africaines, c'est des grandes familles, tu vois. Même les gens, les voisins de quartier, c'est la famille. Bien sûr, donc en fait, quand tu es éloigné de tout ce monde qui te constitue, en fait, tu te retrouves vraiment seul. Et heureusement que j'avais la musique. Petit rappel aussi, je suis pas venu seul, j'étais avec mon frère. Mon frère Blaise, qui est un des fils de mon père, il est né juste après moi et on a été tous les deux aussi ensemble dans cette période-là, assez proches, et on faisait de la musique ensemble. On parlait musique, ça aussi, cette époque-là, ça nous a beaucoup rapprochés. Ça m'a permis à l'école, par exemple, de rencontrer un gars, Fitsum il s'appelle. Il est d'origine éthiopienne. Et tu vois, ce studio-là, il avait un truc similaire chez lui, dans son petit studio. Très très bon musicien, il faisait un peu de tout, de la guitare, de la basse. Il avait un Cubase. C'est un logiciel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel
que tu installes sur ton ordinateur et qui te permet d'avoir aussi des instruments virtuels que tu peux donc agencer pour créer de la musique avec ton ordinateur. Et il a fini par me filer un CD avec son logiciel. Et il m'a dit, trouve-toi un ordinateur et installe-le. Donc avec l'aide de mon frère Blaise, qui était un peu dans la même situation que moi, on s'est mis tous les deux à trifouiller ce truc. Et je me souviens, la première création que j'ai faite, c'était un morceau de Nas qui s'appelle The Cross. Et c'est une mélodie que j'avais dans la tête. Voilà, donc les premiers trucs que je faisais sur mon ordinateur avec ce logiciel, c'était reproduire ces quelques notes de piano de ce morceau de Nas. Et je me souviens, j'ai pas arrêté depuis. Et là, on devait être. C'était le début de toute une aventure. Ouais, on devait être en 2004-2005. D'accord, ok. Ouais, c'est bien de nous préciser un peu l'année. Ouais. Ok, je vois. Donc on peut dire que c'est là où tout a commencé et où peut-être petit à petit tu t'es mis en tête de t'orienter dans ce domaine. Ouais. Oui, on peut dire ça. Les premiers pas, ouais, se sont faits comme ça. Et puis, ouais, donc au départ, j'avais donc un ordinateur, ce fameux logiciel, le clavier de l'ordinateur, la souris. Donc il fallait, donc ça fonctionne par MIDI. Bon, pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est le principe des instruments virtuels que tu mets dans des petits blocs que tu assembles pour constituer ton morceau. Et donc tu cliques avec ta souris pour aller chercher la note sur le clavier virtuel pour composer. C'était assez fastidieux, c'était long, mais la passion, quand on aime, on compte pas, tu vois. C'est ça. C'était génial. Donc je passais des heures avec ce truc-là. J'avais beaucoup de mélodies dans ma tête. Et donc je passais mon temps à essayer de les reproduire. Quand j'étais petit, voilà, cette sensibilité que j'ai avec la musique me permettait de mémoriser ou d'avoir ou d'intégrer, je sais pas comment dire ça, mais d'intégrer toutes les musiques qui me plaisaient ou les génériques de dessins animés que j'appréciais, ce genre de choses. Donc j'avais toujours un stock de mélodies dans la tête que je voulais absolument essayer de reproduire et très vite s'est installée une frustration. Ce que je créais, bon, ça volait pas bien haut, quoi. Et donc il a fallu que je me pose des questions sur comment je pouvais progresser dans ce que je faisais. Donc avec mon frangin, toujours, le fameux, on a décidé de s'inscrire au conservatoire. Ok, donc c'est finalement tes premiers pas dans la musique, c'est ça ? Exactement. Donc ça a commencé comme ça, les cours de chant, d'harmonisation clavier. Très vite, j'ai commencé à faire mes premiers morceaux, mes premières maquettes chez moi. Oui, mais du coup avec du matos, ou en tout cas du logiciel qui t'a permis de... Suite à l'achat d'un clavier maître, je me suis acheté un micro, mon premier micro, pour enregistrer ma voix. Donc, un SM58, tout basique, c'est un micro de scène. Que je vois là devant moi. Exactement. Et c'est devenu une valeur sentimentale, ce micro me suit partout. Ah oui, j'imagine. Il m'arrive encore de l'utiliser. Puis voilà, donc là, les premiers pas, c'était ça. Et après, j'ai eu envie de trouver un moyen de rentrer dans le milieu professionnel de la musique. Faire de la musique, faire ce que je fais aujourd'hui, c'est pas arrivé tout de suite. C'est-à-dire que j'ai commencé à évaluer les options qui s'offraient à moi. Et il me semble que plus tard, quand j'ai arrêté, donc j'ai eu mon bac pro, maintenance industrielle, puis je me suis dit, vas-y, c'est bon, ça suffit, arrêtons. J'ai eu mon bac pour faire plaisir à la famille, pour au moins aller au bout de quelque chose. Mais une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, mec, c'est bon, quoi. Et donc là, j'ai fait une rencontre. Un gars, j'avais ma petite amie de l'époque qui avait rencontré un mec en soirée qui lui dit, puisqu'elle cherchait quelqu'un pour organiser son anniversaire. Et donc ce gars-là, quand il a organisé l'anniversaire de ma petite amie de l'époque, je me suis retrouvé
à mettre un peu la main à la pâte, à l'aider techniquement, à brancher les enceintes, à disposer un peu tous les équipements qu'il avait loués. Donc il avait privatisé une péniche pour l'occasion. Je me suis retrouvé à mettre la main à la pâte techniquement et il m'a grave félicité, quoi. Il m'a dit mais c'est super ce que tu fais. C'est la première fois. Bon, je tâtonnais un peu parce que je connaissais pas des masses, tu vois. Mais je prenais un énorme plaisir en fait à brancher des enceintes, à placer, à t'assurer que tout fonctionne. À m'assurer que tout fonctionne. Donc tu avais des facilités quand même. Ouais, j'apprenais sur le tas. J'apprenais sur le tas, mais j'ai surtout pris beaucoup de plaisir à le faire. Et puis j'étais collé au DJ qui a animé cet événement. Je voyais comment il envoyait ses sons, comment il branchait ses platines. J'étais curieux de tout. D'accord. Donc ça m'a conduit à me poser une autre question. Et puis donc le fameux gars que j'ai aidé ce jour-là, il s'appelle Alex, on s'est liés d'amitié. Aujourd'hui, il fait partie de mon top 5 d'amis. Et qui m'a dit, vas-y, tu devrais faire des cours d'ingénieur du son. Et là, il a allumé une flamme en moi encore. D'accord. Et là, je me suis dit, putain, ingénieur du son, mais oui, je vais travailler avec des musiciens, je vais être en contact avec des professionnels, je vais apprendre plein de trucs. Et je me suis dit, c'est super. Et donc là, l'étincelle est devenue une flamme en fait. Et là, je me suis dit, ok, je sais dans quelle direction je vais aller. Donc là, je commence à faire des dossiers pour intégrer une école d'ingénieur du son, pour suivre des cours. Et je me suis vite rendu à l'évidence. Encore une fois, le sujet finance c'est imposé à moi. Ouais, c'est assez cher les écoles d'ingénieurs. Énormément cher. Ouais, ça me fait un peu penser aux écoles de commerce, tout ce milieu-là. Exactement ça. D'accord. Exactement ça. Donc, vu mon parcours, je viens de loin, je suis un peu livré à moi-même ici. Ça a été très dur. Donc, j'ai fait quelques devis dans les écoles. J'ai trouvé des écoles à 5 000 € l'année. Et ça, c'est quoi le moins cher ou le plus cher? C'était le moins cher. Ouais, j'imagine. 5 000 € l'année. Donc il y a des gens qui avaient la possibilité de faire des crédits pour faire ça. Mais ma situation ne me permettait pas de rassurer une banque. C'est ce que j'allais dire, pour faire un prêt. Pour faire un prêt, mais... Donc je travaillais au McDo, c'est pas avec les 700, 800 € que je gagnais au McDo que la banque allait me faire un crédit. J'ai tapé à des portes... à la banque, je veux me former, aidez-moi. Mon conseiller m'a dit, mais mec, m'a rayonné quoi. Donc, deuxième solution, c'était trouver une formation en alternance. D'accord. Mais j'avais pas suffisamment de contacts dans le milieu. J'ai fait des CV, je me suis baladé dans tous les studios, toutes les adresses qu'on m'a données. Ouais, il y a un tel studio à tel endroit, vas-y, propose-toi en tant que stagiaire. Les mecs, ils étaient d'accord pour me prendre en stage non rémunéré. Oui. Mais à partir du moment où tu leur mets un dossier sous le nez et tu leur dis il va falloir payer mes cours, là ils te disent non, ça le fait pas. Donc, échec. Bon, c'est pas vraiment un échec puisque ça m'a permis de pousser ma réflexion. Bien sûr. Donc, j'ai pas trouvé. Donc, j'ai finalement trouvé une école. L'EMC à Malakoff, c'est une école très connue. Beaucoup de collègues avec qui je travaille aujourd'hui sont passés par là. Donc, mon pote Alex, donc le mec que j'ai rencontré lors de l'anniversaire de ma petite amie de l'époque, il m'a dit vas-y, on va organiser des événements. Donc, je me suis lancé avec lui. On a monté une auto-entreprise pour organiser des soirées privées en boîte. On organisait des anniversaires, on privatisait un club tous les deux, puis on faisait appel à des DJ, on faisait NACOM, on faisait venir du monde. Oui. Je me suis lancé là-dedans. Organisateur d'événements. Exactement, on s'est transformé en organisateur d'événements. On a bossé tous les deux sur environ une année. D'accord. Pour faire un peu de sous. Il m'a dit je vais t'aider à financer tes études. Il m'a vraiment poussé. Donc je me suis inscrit à l'EMC. Sauf que coup du sort, les premières soirées qu'on faisait, il y avait du monde,
mais on ne dégageait pas suffisamment de chiffres pour pouvoir établir un projet de financement d'une formation sur le long terme. Donc ça, c'était une belle aventure aussi. Bon, je te passe les détails, mais c'était assez rigolo. Et j'avais donc cette envie d'apprendre, d'être proche aussi de la technique. Oui. Donc là, il y a un truc qui s'est révélé. J'aimais la musique, mais là, j'ai découvert une passion pour la technique. D'accord. Et c'est là le chemin, ça se dessine, hein. Voilà, le cheminement, il s'est fait comme ça. Donc, voyant les portes qui se fermaient, le manque de moyens financiers, je fais le bilan de tout ça. Les tentatives avec les organisations de soirées, on s'est plus endetté qu'autre chose. Tout ça, ça m'a blasé, mais j'ai pas lâché l'affaire. D'accord. Donc, je me suis mis à un moment donné au vert, j'ai pris du recul, j'ai dû trouver un taf parce que avant qu'on se rencontre, quand j'ai fini mon bac, je travaillais au McDo, j'ai gardé mon travail au McDo pour continuer à avoir des revenus. J'avais décidé de ne plus aller à l'école, donc j'avais que ça comme revenu. Donc quand on a commencé à faire les événements en organisateur de soirée, j'ai arrêté de travailler au McDo. Parce que je voulais que ça marche. Oui. Donc mettre toutes les chances. Voilà, je me suis mis à 100% dedans. Ça a fonctionné quelques temps, mais c'était aléatoire et je pouvais pas vraiment établir un plan sur quelque chose d'aléatoire. Donc après quelques échecs, je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille, trouver un vrai travail. Oui. Donc j'ai trouvé un job autre que McDo. J'ai travaillé sur un site à Argenteuil où je faisais du contrôle de marchandises. J'étais un prestataire de service sur un site. Donc c'était un boulot alimentaire, ça me passionnait pas plus que ça. Et puis les rapports avec mes supérieurs n'étaient pas idéal non plus. Mais j'ai quand même tenu le choc pendant 2 ans et demi à faire ce job-là. Et puis et j'ai commencé à ressentir un truc, c'est que la flamme redevenait étincelle et j'avais peur qu'elle s'éteigne à jamais. Je voyais des gens autour de moi en fait qui n'avaient pas de flamme en eux. Moi j'en avais une et j'avais l'impression qu'ils allaient éteindre ma flamme. Que je m'éloignais de ce qui m'animait au plus en fait. Et je me suis dit, au bout de 2 ans et demi, je faisais quasiment plus de musique. J'ai laissé mon studio prendre la poussière. Enfin, mon studio, j'avais rien. J'avais mon ordinateur, mon clavier maître. Ah, c'est comme ça qu'on commence, hein. Je m'étais acheté cette paire d'enceintes là, grosse, à cette époque. Mais voilà, ça prenait de la poussière. Et puis, ajouté à ça, j'ai changé de petite amie. Je passais beaucoup de temps avec la personne avec qui j'étais à l'époque. Je faisais plus de musique. Ça m'a éloigné de la musique. Alors que la musique t'appelait. Donc Mais j'imagine que c'est un vide qui s'est... Mais ça a créé un énorme vide. Puis donc je me suis séparé de cette personne, la copine que j'avais à l'époque. Je me suis mis dans le travail, et puis dans le travail ça n'allait pas. Je me suis dit, mais mec, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? À un moment donné, je me suis posé, je me suis dit, bon, il va falloir agir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc je me souviens que en fait j'ai eu un contact pendant mes recherches de stage, de financement et tout. On m'avait parlé d'une boîte. C'est un studio mais qui louait aussi des instruments de musique et qui accompagnait des artistes sur scène. Planet Live. Donc j'ai eu un contact qui bossait là-bas, un certain Julien. Et là je l'ai appelé et je lui ai dit, écoute mec, il faut que tu m'aides. Je veux absolument bosser dans la musique. Comment tu fais? Montre-moi. Donc il était disponible. Il m'a dit, écoute, dans quelques semaines, on organise l'événement Solidays à l'hippodrome de Longchamp, pas loin de la Porte Maillot. Viens me retrouver à tel endroit, on va discuter. Donc premier contact établi, et là, mon étincelle redevient flamme, et là je me dis, vas-y,
votre CDI de merde, vous pouvez vous le foutre, où vous voulez. Je me casse. Abandon de poste, je me casse. Bon, j'ai voulu suivre une voie un peu plus conventionnelle. J'ai évidemment demandé une rupture conventionnelle à la boîte qui m'employait. Ils m'ont dit non. J'ai dit ok, d'accord. Je me suis cassé. Donc je suis allé faire Solidays avec Julien. Il m'a présenté l'équipe. Donc la fameuse boîte, c'est Planet Live. D'accord. Avec laquelle c'est pas fini encore parce que aujourd'hui je travaille avec cette boîte-là. Actuellement, c'est toujours le cas. Mais voilà. C'était une prise de risque. Financièrement, je perdais, au moins j'étais au SMIC là-bas, tu vois, mais je savais que j'allais me jeter encore dans une situation où j'allais pas avoir de stabilité financière pendant quelques temps, mais que j'étais là où j'avais envie d'être. Oui, tu vois. Prise de risque, mais en même temps, ça valait la peine, je pense, avec le regard que tu avais à l'époque, puisque finalement, ça te permettait de mettre un pied, j'ai envie de dire même les deux pieds, dans un univers qui t'attirait depuis longtemps. Ah ouais. Donc, ouais, ça valait sûrement le coup. Ouais. Quel regard tu as pu porter sur ce nouvel univers en comparaison avec le monde de l'entreprise, comme tu as connu juste avant, justement via les CDI? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les gens viennent au boulot avec le sourire. Les collègues que j'ai rencontrés quand je suis donc allé faire un week-end à Solidays, c'était en 2013 du coup. Oui. Donc tout mon parcours, toutes ces années que j'ai passées à me chercher de 2005 à 2013. Oui, c'est ça. J'ai quand même mis du temps à me poser des questions, à tenter des trucs et finalement arriver à Solidays. En plus, un festival immense. Oui, très connu, immense. Mais en fait, cette entreprise Planet Live ravitaille donc tout le site de Solidays en backline, donc en instrument de musique. D'accord. Donc ils prennent une tente sur place et ils vident leur stock, ils déplacent tout le stock de l'entreprise sur le site pour pouvoir répondre à toutes les demandes sur chaque scène. Et le festival durant 3 jours, il y a 5 scènes. Il devait y avoir sur chaque scène pas loin de 3-4 groupes qui tournaient par jour, par soirée en tout cas. Et donc il y avait une grosse équipe et ça bougeait tout le temps. D'accord. Et je suis arrivé dans un truc que j'avais jamais vu, et je pense que j'avais des frissons, j'en ai encore quand je te raconte ça. Oui, t'as pas commencé par un petit concert pour le coup. Mais là, c'est pas un concert, c'est un festival. Donc, en fait, t'arrives, tu vois Tété, tu vois The Hives, des groupes de fous furieux sur scène. Mais j'ai pris des gifles. J'ai pris des gifles ce week-end-là. Et donc ça a signé ma démission en fait dans la boîte qui m'employait. Oui, finalement, t'avais pas besoin de te poser 15 000 questions. Ah ben non, déjà... j'ai dormi par terre. J'ai pris, tu sais, les tapis, là, les mousses qu'on utilise pour faire du yoga. J'ai dormi là-dessus avec un sac de couchage avec 2-3 collègues. T'étais heureux. J'étais heureux, le plus heureux du monde. Mais on se couchait à pas d'heure, on se levait tôt. C'était dur, c'était physique. Je suis rentré, j'avais eu des courbatures pendant une semaine, mais je me sentais revivre. Oui. J'ai vu des gars accorder des batteries, faire des préparations pour envoyer ça sur scène, et c'était la fièvre. Il y avait une énergie, il y avait un truc. J'ai vécu un truc de fou. Là, j'arrive même pas à canaliser mon énergie quand je te parle de ça, parce que c'est là où tout a commencé pour moi. D'accord. Non, mais ça sent que ça a été vraiment le point de départ qui t'a permis de confirmer ce que tu avais depuis longtemps dans ton cœur et dans ta tête. Ouais. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, oui, il n'y a même pas 15 000 questions à se poser, même s'il y a des risques que tu prends, et peut-être que des personnes extérieures à tout ça, te voyant faire ça, peuvent te dire ah non, mais surtout pas, mais ça va pas. Mais en fait, non, là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est s'écouter et y aller et justement suivre son rêve, finalement. En fait, les années qui ont précédé cet événement, je passais mon temps à poser des questions, à en discuter avec ma famille, à demander des avis aux gens. Et bien là, j'ai tout fait tout seul. Oui.
Sorti de ce festival, je suis rentré chez moi et ça a tout chamboulé en moi. Et je me suis dit, ok, je sais où je vais maintenant. Oui. Quitte à pas avoir les moyens de se payer une école d'ingé son ou je sais pas quoi, eh ben, je vais bosser. Je vais bosser parce que ce que je cherchais, j'étais en plein milieu dedans. J'étais un musicien dans l'âme, mais j'étais à un endroit où j'allais le devenir physiquement, enfin réellement. Oui, et puis tu allais apprendre sur le terrain. Et ouais. Quoi de mieux. Et aujourd'hui, regarde là où on est. J'adorais la batterie. J'étais impressionné de voir quelqu'un changer les pots d'une batterie, la régler, la faire sonner. En plus, il jouait comme un dieu, ce gars. Un certain Camille, que je salue d'ailleurs. Je l'ai vu faire, il m'a donné des frissons. J'ai vu des gens tester des amplis, accorder des instruments, des basses, des guitares, des changements de cordes. J'ai vu tellement de choses que je voulais voir, que c'est comme si en fait tu passes ta vie à prier pour quelque chose et ça se réalise en fait. Tu demandes au ciel de te mettre dans une situation, dans un environnement où tu as accès à tout ça. Et bien c'est ce qui m'est arrivé. Au bout de 8 ans c'est arrivé, j'ai fait waouh. Comme quoi? J'ai fait waouh. Et donc j'ai dit à Jus, je veux bosser avec vous. Il m'a présenté au patron qui est passé faire un coucou ce jour-là. Il m'a présenté à une certaine Géraldine qui était la responsable de l'équipe, qui s'occupait de la coordination des équipes autour des demandes. Suite à ça, j'ai passé un entretien chez Planet Live. Ils m'ont recruté. Eux, il faut savoir qu'ils travaillent avec des intermittents du spectacle. Moi, je n'étais pas intermittent du spectacle. Oui. Mais pour accélérer le processus, étant donné que j'avais fait un abandon de poste, j'attendais patiemment ma lettre de licenciement chez moi. Et bien là, c'était quelques semaines où je me levais le matin, j'étais conscient qu'il fallait que j'aille bosser. Mais en fait, j'y allais pas parce que je savais qu'au bout de quelques temps, ils allaient me licencier. Ils avaient refusé ma proposition de rupture conventionnelle. Oui, tu attendais juste qu'on te libère. J'attendais qu'on me libère, mais ça venait pas vite. Oui. Ça allait pas assez vite pour moi. On était fin 2013, le festival c'était juin 2013. Donc quelques mois ont suivi quand même pour que tout se mette en place et décembre 2013, je décide de monter une auto-entreprise. Pour pouvoir travailler pour finalement. pouvoir travailler directement parce que j'en avais marre d'attendre. Et pas dépendre d'eux. Non mais c'est bien, finalement, dans tous les cas tu trouves des solutions. C'est ça, j'ai monté une petite auto-entreprise. Que rien ne t'arrête. Voilà, je suis allé à Planet Life, je leur ai dit c'est bon, je suis auto-entrepreneur, je veux bosser. Comment on fait? Ils m'ont dit ok, très bien. Bon, l'auto-entreprise c'était bien tenté, mais j'aurais peut-être dû mieux me renseigner sur comment fonctionne une entreprise parce que je me suis pris une belle pilule aussi. Mais tu as des droits et aussi des obligations, enfin des devoirs. Des devoirs et des obligations, les déclarations. Il y a beaucoup de paperasse. C'est pas un échec, ça m'a appris. Quand tu commets des erreurs, tu apprends. Et donc j'ai appris. Aujourd'hui, si je devrais monter une entreprise, je saurais qu'il y a des facteurs à prendre en compte. Donc je ne vais pas donner plus de détails liés à cette auto-entreprise, mais toujours est-il que j'ai exercé avec ça pendant 1 an et demi environ. Puis après, je suis passé intermittent. D'accord. Intermittent, toujours chez Planet Live. Pour parler plus en détail des activités que je faisais, étant donné que je démarrais, j'avais le permis, donc je faisais beaucoup de livraisons. J'ai fait beaucoup de livraisons dans l'Île-de-France, même un peu à l'extérieur de la région. Ça m'a d'une part permis de prendre conscience de la route, de faire de la route dans un véhicule chargé, comment charger un camion avec du matériel, comment tu charges un camion pour que le matos arrive et soit en mesure de faire la prestation qui est attendue. Ça, c'est des choses qui s'apprennent. D'accord. Enfin, c'est des choses qu'on ne devine pas. Tu vois. Et ça se fait pas comme ça. Donc, j'ai appris à faire ça. Après, je suis passé un peu plus dans le stock même. D'accord. À faire toujours de la livraison, mais à faire aussi de la préparation de commandes. Donc, le matin, tu arrives, tu as un bon de commande.
tu regardes les collègues faire pour comprendre pourquoi ils faisaient ci. Donc, je saoulais tout le monde, je posais des questions. Je peux t'aider? Ah non, c'est bon, attends. Regarde. Ne touche à rien, mais regarde comment on fait. Et donc, j'ai observé les tests de matériel avant de les envoyer sur la route. Une fois que ça revenait de prestation, on fait des vérifications si le matos est en bon état. Au retour de prestation, on remet en stock. Et puis, quand il y a une autre prépa, revérification. Donc, c'est des process que j'ai mis du temps à intégrer. Et puis, voilà, ça a commencé comme ça. Avec le temps, j'ai commencé à faire mes propres préparations. Je faisais mon kit à moi, je partais sur une prestation tout seul et j'étais de plus en plus autonome. Et voilà, ça m'a permis petit à petit de prendre mon envol en tant que technicien, en tant qu'intermittent du spectacle, qui faisait de l'accueil en festival, Solidays de l'année d'après. J'avais pas ma scène encore, mais j'étais le ravitailleur. J'avais un camion qui me permettait de faire la liaison entre les scènes et la tente technique. D'accord, ok. Ça me permet d'aller chercher le matos, de déposer ça sur scène. Et celui d'après, le festival d'après, j'ai eu ma scène. J'ai eu ma scène et j'ai fait de l'accueil, donc j'ai accueilli des groupes sur scène. Franchement, j'étais content. J'imagine comme un poisson dans l'eau. Tu nous as donné plein de petits détails. J'imagine qu'on a tous envie de savoir aujourd'hui à quoi correspond le poste de technicien instrument de musique. Donc, comme on dit, backliner. Oui. On le devine par tout ce que tu as pu nous dire. Et c'est bien d'avoir eu justement tout ce cheminement que tu nous as expliqué. Mais aujourd'hui, si tu devais te définir, qu'est-ce qu'un backliner, Alex ? Eh bien, un backliner, c'est un technicien qui assure la liaison entre un musicien et son instrument. C'est-à-dire, l'exemple le plus frappant, c'est entre un batteur, par exemple, et sa batterie. D'accord. Le boulot d'un backliner, c'est, dans le cadre, en tout cas, d'une simple préparation de concert, c'est d'échanger avec le musicien en question sur ses besoins, les dimensions de fût, les références de peau, quel type de réglage, écouter un peu ce qu'il fait déjà. Donc c'est un boulot en fait, c'est un boulot assez... Observer aussi quel rapport il a avec son instrument, non ? Absolument. D'accord, ok. Il y a des batteurs qui sont des cogneurs, tu vois, qui tapent fort sur les peaux et tout, qui utilisent des baguettes lourdes, d'autres qui utilisent des baguettes légères, des références de baguettes. Il y a beaucoup de choses. Surtout, je donne l'exemple de la batterie parce que c'est l'élément le plus complexe sur une scène. D'accord. Il y a évidemment d'autres trucs dont je peux parler aussi. Mais je donne l'exemple typique de la batterie parce que c'est ça. Tu as des profils de batteurs, tu as des profils de batterie et donc tu dois t'assurer de répondre vraiment à ces attentes. D'accord. Et donc les échanges avant même le concert permettent à ce que quand tu fais la préparation déjà en stock, tu anticipes ce dont il va avoir besoin sur scène. Les changements de peau, les baguettes, les réglages, les pré-réglages, pour que lui, en fait, quand il arrive, il s'installe autour de la batterie, mais qu'il ne passe pas plus de 10 minutes, en fait, à trouver ses marques, ses repères, parce que tu auras anticipé tout. Moi, quand je travaille avec un batteur, par exemple, que je ne connais pas, je lui demande tout simplement une photo de sa configuration. D'accord. Il m'envoie donc une photo, les références de peau, quelle marque il aime. Il y a des batteurs qui sont endorsés. L'endorsement, c'est quand ils ont un contrat avec une marque de batterie, de baguette, de peau, même de cymbales. Ils utilisent que ça. Exactement. D'accord. Donc, quand tu fais sa préparation, tu dois avoir en fait tous ces éléments-là en tête pour que, en fait, il ait le smile. En fait, quand il arrive, il s'installe sur sa drum, et il est content. D'accord. Il est content. Donc, un musicien détendu, en fait, va t'offrir la meilleure prestation. Bien sûr, oui. Donc finalement, toi, c'est comme si tu étais la personne qui allait préparer son
allez, moi je vais le comparer à ce que je connais, qui va préparer son bureau, son environnement de travail, pour que quand il s'installe, il n'ait aucune question à se poser. C'est comme si c'est fluide. Il était, voilà. C'est fluide. Et moi, mon objectif, c'est ça. Maintenant que je fais de la tournée, j'ai travaillé avec plusieurs batteurs déjà, donc c'est ça, connaître leurs besoins et faire en sorte que quand il arrive, il n'a qu'à jouer. Oui, il n'a pas d'autres questions à se poser qu'à jouer parce qu'il s'est installé de manière confortable avec tout qui a été adapté à lui, à ses besoins, à ses attentes. Ok. Exactement. Ok. Est-ce que ça demande, donc j'imagine toi, ça demande en effet une connaissance du musicien, tu as des échanges avec le musicien, ensuite tu dois préparer tout ce que tu as préparé pour lui, mais techniquement parlant, qu'est-ce que tu dois connaître vis-à-vis des instruments de musique? Est-ce que du coup, tu as une panoplie d'instruments que tu connais déjà, donc tu ne fais que ces instruments-là, ou j'ai n'importe quoi, quelqu'un qui arrive et qui joue de l'accordéon, et ben, il faut que tu saches exactement quoi faire pour lui, ou bien parce que tu sais que tu vas être son backliner, tu vas anticiper, te renseigner sur cet instrument avant. Comment ça se passe finalement? Est-ce qu'il y a des catégories de backliner en fonction des instruments de musique? Et il y a une époque, ça se faisait effectivement dans les années 80. Bon, ça, c'est des récits que j'ai eus, mais effectivement, les groupes, quand ils se représentaient, il y avait un backliner qui faisait la batterie, un backliner qui faisait les claviers, un backliner par instrument. Ouais. Okay. Mais ça, c'est une époque lointaine. Moi, quand je suis arrivé dans le milieu, et puis le fait que je sois passé par une structure comme Planet Live, ça m'a permis en fait de toucher un peu à tout, et curieux musicien que j'étais déjà, j'avais envie de toucher à tous ces instruments, la basse, la guitare, les claviers. Je ne prétends pas jouer à la perfection tous ces instruments-là, la batterie, mais effectivement le fait d'être dans un stock entouré de tous ces équipements qui m'appelaient, quand j'avais un temps creux, je branchais un clavier, je pianotais dessus, je faisais quelques accords, j'avais pris des cours d'harmonisation au clavier à l'époque, donc je plaquais des petits accords pour me familiariser un peu plus avec les touchés et les différents types de claviers qu'il y a et quelle sonorité tu peux obtenir avec tel ou tel clavier. Il en est de même pour les amplis, les amplis de guitare, de basse, quelle sonorité tu recherches. Généralement, quand les musiciens font appel à nous, ils nous donnent ces listes-là. D'accord. Quelle marque, quelle référence. Mais toi, en tant que technicien qui va t'occuper d'un groupe, tu n'es pas spécialement obligé de jouer tous les instruments. C'est pas à la portée de tout le monde. Donc il y a des musiciens qui sont guitaristes et qui ne font pas de batterie. Il y a des musiciens, enfin des techniciens, pardon. Voilà, des techniciens qui touchent un peu plus d'autres instruments. Moi, j'étais curieux de tout et je me suis intéressé à tout. Je me suis intéressé à la drum, la batterie, la guitare, la basse, les claviers, le chant aussi par moment, mais ça m'a permis de connaître un peu de tout. Et d'apprendre comment faire les réglages. Aujourd'hui, je sais faire des changements de cordes sur des basses, sur des guitares. Le prochain step, c'est de peut-être me former en entretien plus poussé de ces instruments à cordes, les guitares, les guitares, les basses. Quand il faut peut-être changer de micro sur un instrument, refaire là c'est vraiment de la lutherie, et c'est un peu plus poussé. Il y a des luthiers qui sont déjà sur le marché, qui font ce travail-là. Moi, mon boulot, c'est de veiller juste à ce que l'instrument soit en bon état, soit conditionné, sonne bien accordé, propre. Bon, la liste a l'air d'être longue quand même. La liste est longue. En fait, donc il faut intégrer énormément de choses pour être le plus à l'aise. Et comme je te disais, à l'ancienne, il y avait un backliner batterie, un backliner clavier. Aujourd'hui, je suis seul sur scène avec les artistes, ou alors on est deux et on se répartit. Peu importe le nombre d'instruments qu'il y a sur scène, on se répartit un peu les tâches.
Mais je suis polyvalent, je suis content d'être polyvalent parce que du coup, ça me permet d'avoir encore cette curiosité sur les instruments que j'ai à ma charge quand je suis sur scène. J'ai l'impression que dans ce milieu, de toute manière, il faut l'être. Quel que soit finalement ton corps de métier, il y a ce côté polyvalence qui est hyper recherché. Alors oui, il faut bien connaître son domaine de compétences, mais il y a ce côté polyvalence qui est hyper recherché. Oui, effectivement, faut être en mesure de réagir. Oui. De réagir. Une fois que vous êtes sur la route, dans le cadre d'une tournée, moi ça m'est arrivé par exemple, on était sur la route avec un artiste et puis pendant le concert, le gars il a pété une corde. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tu nous as donné plein de détails sur ce métier. En tout cas, ça te donne envie et on sent que tu le racontes avec passion, que tu adores ce que tu fais. Et qu'en même temps, j'imagine, il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. Donc, je pense que tout cet environnement-là et cet aspect-là qui te permet de combiner à la fois ton amour pour la musique et à la fois le côté technique du métier, mais qui te permet, j'imagine, d'apprendre tous les jours, de pouvoir apporter tous les jours aussi et de mettre à l'aise les musiciens, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a un aspect où tu es au service des musiciens et tu leur permets d'être bien pendant leur concert. Donc ça, c'est quelque chose qui je trouve, va très bien aussi avec ta personnalité. Donc j'ai envie de dire, continue, parce que ça a l'air de te plaire. C'est vrai qu'il y a une grosse part de relationnel aussi dans tout ça. Tu es en relation avec des personnes, au-delà des instruments que tu as en charge, c'est des personnes. Et je suis ravi de pouvoir dire que les gens avec qui je travaille sont contents de m'avoir à leur côté sur scène. Parce que j'arrive à apporter des solutions quand il y a besoin. Ils savent qu'ils peuvent compter sur moi. Et je suis heureux de pouvoir procurer cette sensation et de pouvoir rassurer finalement. Je ne dis pas que je suis le meilleur des backliners, non, j'ai encore énormément de choses à apprendre. Pour l'instant, avec le parcours que j'arrive à avoir un très très bon relationnel avec les personnes pour qui je travaille sur scène. Et, il y a une relation de confiance. Et une relation de confiance. Et je fais de mon mieux. Et ça, ils le voient. Je peux avoir des failles, comme tout le monde. Et du coup, quand ça arrive, ils m'en tiennent pas trop rigueur. Mais j'apprends des erreurs que je fais et j'essaie de plus les réitérer. Tu vois. Ok. Quels sont tes projets futurs? Quelle perspective d'avenir tu te donnes, pas forcément en année, mais voilà, sur toute la continuité de tout ce que tu as fait aujourd'hui. Quels sont tes projets futurs, Alex? Mes projets futurs, ça reste assez global, assez vaste. Je crois que je viens de quelque part. Je suis ici en France parce que la vie a fait que je sois là et que j'avance, mais j'ai à cœur un truc, c'est rentrer au Togo, mon pays d'origine, un jour, avec ce que j'ai appris ici et transmettre ça. J'aimerais, si je ne construis pas de salle de concert, au moins que je transmette ces techniques de réglage, ces techniques d'accueil de techniciens, ces process que j'ai appris ici, au moins permettre aux miens de faire vivre la scène africaine de la même façon qu'on fait vivre la scène française. Super. À terme, ça serait mon idéal. Maintenant, il y a encore beaucoup d'étapes à franchir avant d'en arriver là, mais c'est ce que je vise, c'est ce que j'essaie de visualiser. Très bien, très bien. Ça a l'air d'être très clair en tout cas, même si ça a l'air lointain. C'est loin. Voilà, mais peut-être pas, tu ne sais pas. On ne sait pas, voilà. Mais En tout cas, ça a l'air d'être très clair et assez... comment dire ça? Oui, assez en phase avec finalement là, tout ce que tu vis et tout l'univers dans lequel tu es. Et ça rappelle à nouveau finalement
ce côté où tu reçois et tu veux redonner. Oui. Et ça, ça rappelle... Oui. Il m'arrive par moments d'échanger avec des personnes plus jeunes, passionnées de musique comme je l'ai été, enfin comme je le suis toujours d'ailleurs, qui voient un peu ce que je fais de loin et qui aimeraient y accéder peut-être d'une certaine manière. Des gens passionnés de musique qui n'ont jamais osé sauter le pas, aller peut-être à l'encontre de ce que leur dit leur entourage familial. Et moi, je ne m'accorde pas beaucoup plus d'importance, mais je veux dire que si je peux aider ces personnes-là à trouver une clé, en fait, à accéder à ce qui les passionne, eh ben, je n'hésiterai pas une seconde. Mais j'ai envie de dire, tu le fais déjà. En tout cas, à travers cet épisode où tu partages ce que tu as vécu, où tu partages ton savoir, tu commences déjà à le faire. Je crois bien, c'est pour ça que je te remercie de m'inviter merci pour ça. Oui. à ce podcast. C'est vrai que c'est un très très bon exercice qui me permet même à moi de réaliser en fait ce que j'ai comme parcours en fait. Tu vois, je suis assez introverti on va dire et j'ai rarement l'occasion de parler de tout ce cheminement de manière détaillée comme je le fais aujourd'hui. Et ça me permet de réaliser le parcours, le chemin que j'ai fait jusqu'ici, bien que qu'on n'est qu'à mi-chemin. J'ai encore énormément à accomplir et encore énormément à apprendre. Mais je peux dire une chose, c'est que j'ai réussi à associer ma vie professionnelle à ma passion musicale et je vis de ça aujourd'hui. Je suis sollicité par des très grands pour mon savoir-faire. Je remercie le ciel pour ça. Je suis très reconnaissant. Et c'est mérité, Alex, c'est surtout ça. C'est mérité, donc ne rougis pas de ça. Et en effet, tu peux en être fier. On est sur Dose d'Inspi. Yeah. On est bientôt à la fin de notre podcast. Je commence déjà à te remercier pour tout ce que tu as partagé. Mais j'ai surtout envie de savoir, toi, finalement, quelle est ta dose d'inspi qui te ressource et t'inspire ? Qui ou quoi ? Bon, le quoi, j'ai envie de dire sur la musique, c'est pas c'est pas... pour le coup, c'est pas un mystère, on peut bien le deviner, mais est-ce que tu as finalement d'autres doses d'inspi, soit au travers de gens que tu as rencontrés ou au travers de figures qui ont été présents dans ta vie, physiquement ou de manière lointaine parce que tu te référais à eux, à elles. Est-ce que tu fais allusion à mes références, mes références. Ça peut être des personnes, ça peut être des figures emblématiques, ça peut être juste une musique qui est pour toi une dose d'inspi, parce que quand tu l'écoutes, ça te ramène, voilà. Ouais, après, en termes de musique, il y en a énormément, mais je ne saurais pas t'en citer comme ça. Mais effectivement, moi, c'est vrai que ce qui me motive dans la vie, c'est de pouvoir créer ma musique moi. D'accord. C'est faire ma propre musique. Parce qu'en fait, c'est la base de tout ce qui m'a poussé à être là où je suis aujourd'hui. Oui. Parce que tout a commencé parce que je voulais faire de la musique, je voulais en faire. Donc ce qui me motive dans la vie, c'est d'apprendre à jouer des instruments, à écrire des textes avec du sens, pour me raconter d'une certaine manière. Après, ce qui m'inspire beaucoup, c'est les personnes aux côtés desquelles je travaille sur scène. D'accord. Je te parlais tout à l'heure d'artistes comme Christophe Maé, d'artistes, de musiciens comme Michael Desir, Boom, qui est un super bassiste et à la fois un directeur musical
de très 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 grands artistes français. Ces personnes-là sont des gens qui me font travailler, qui me font me remettre en question et qui me donnent l'envie de progresser chaque jour. Super. Quand je les vois faire sur scène, j'ai envie d'avoir ne serait-ce qu'un dixième de leur talent. Donc ça, c'est quelque chose qui me pousse à travailler dur. Dans ma sphère, dans mon petit home studio que tu vois, quand je crée quelque chose, j'essaie de m'inspirer de ces personnes-là. Parce que voilà, c'est ça qui m'anime. Super. Et c'est très clair pour nous et j'ai envie de dire, ça te permet aussi de leur faire un petit clin d'œil et que tu puisses effectivement t'inspirer d'eux. Et j'imagine que d'autres aussi pourront s'inspirer de toi. En tout cas, on a hâte d'écouter ton futur album, tes futures musiques, parce que tu dis que tu crées. Donc, j'ai envie de dire qu'un jour, on pourra t'écouter sur toutes les plateformes. C'est vraiment tout ce que je te souhaite, Alex. J'espère aussi, Bah oui, j'espère il n'y a aussi. pas de raison. Et puis, merci pour ce partage que tu as pu faire en toute confiance sur ton parcours, sur qui tu es, sur les chemins que tu as pu emprunter et où est-ce que tu as envie d'aller encore. Et peut-être aussi rendez-vous au Togo. Bah oui, bien sûr, parce que quand tu vas les créer là-bas, moi aussi j'ai envie d'aller te voir là-bas. Mais ça pour sera avec peut-être plaisir. le deuxième épisode de Dose d'Inspi. Ça sera avec plaisir. J'ai hâte. On est ravis en tout cas de tout ça. Et j'ai envie de te laisser le mot de la fin, un message que peut-être tu as envie de passer pour un peu clôturer cet épisode et avec en tout cas beaucoup de gratitude d'avoir répondu présent à cet épisode de Dose d'Inspi. Eh bien, merci avant toute chose à toi, à ton projet de podcast Dose d'Inspi, de m'avoir invité, me permettre de mettre en lumière mon parcours. Oui. Si je devais donner, dire un mot à ceux qui nous écoutent, écoutez votre cœur. Écoutez, suivez votre instinct au maximum. Sans jamais vous compromettre, bien sûr, mais suivez ce que votre cœur vous dicte. Apprenez à vous écouter et ayez le courage d'assumer vos choix et de faire ce que vous avez envie de faire avant toute chose. Et le reste suivra. Oui. Ayez confiance en l'univers, en la vie et en vos capacités. Et faites ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Super. Et bien merci Alex. Je n'aurais pas pu mieux dire. Je te laisse vraiment le mot de la fin. Et je te remercie parce que pour le coup, c'était fort en tout cas. Et j'ai envie de dire à très vite. À très vite, c'était un réel plaisir. Pour moi aussi, plein de belles choses. Je te dis à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.